Il y a quelques jours, j'ai mis en ligne une vidéo où je montrais que le concept de procrastination était peut-être un peu court pour observer cette tendance qu'on a tous à ajourner les choses difficiles, à repousser les choses qu'on n'a pas envie de faire. Et dans cette vidéo, je proposais le concept de résistance de Steven Pressfield, qui permet, je pense, d'avoir une représentation plus juste de ce phénomène. Si vous voulez voir la première partie de la vidéo, vous trouverez un lien qui devrait apparaître juste en haut à droite de l'écran. Bien sûr, les gratifications immédiates ont une place dans notre vie, mais malheureusement, elles obéissent quasiment toutes à la loi des rendements décroissants. C'est-à-dire que plus le temps passe et moins tu prends de plaisir à cette activité. C'est un peu l'histoire de la première cigarette de la journée pour les fumeurs. Beaucoup disent que c'est la meilleure. Et pourtant, on peut passer des heures à activer frénétiquement nos réseaux de production de dopamine. Tout ça pour éviter de faire les efforts requis pour les tâches complexes, difficiles. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est qu'on peut passer une bonne partie de notre vie à ne pas se rendre compte qu'on ne maîtrise pas nos pulsions à se divertir et les outils qui nous permettent de le faire. Mais en réalité, ces outils sont pensés pour être extrêmement addictifs. Chez Facebook, chez Google, il y a des chercheurs en psychologie comportementale qui travaillent à maximiser notre temps sur leur plateforme. Et des ressources considérables sont dépensées pour aller dans ce sens. Par exemple, au début de Facebook, le symbole de notification était bleu pour matcher avec la palette de couleurs de la page. Personne ne l'utilisait. Quand il est passé en rouge, le nombre de clics a explosé. Autre exemple, vous vous êtes sûrement demandé pourquoi certains de vos posts Instagram marchaient mieux que d'autres. Réponse, le renforcement positif intermittent. Dans les années 70, Michael Zeller a réalisé des expériences avec des pigeons dans deux configurations différentes. Dans la première configuration, les pigeons étaient placés en présence d'un bouton qui permettait d'activer le relâchement d'une friandise selon un scénario connu, mettons toutes les 5 ou toutes les 10 pressions. Dans la deuxième configuration, les pigeons étaient placés dans la même cage avec le même bouton, mais cette fois, le scénario n'était pas connu, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils appuyaient sur le bouton, ils ne savaient pas à quel moment la friandise allait être relâchée. Résultat, la deuxième expérience est tellement addictive pour les pigeons qu'ils ne peuvent plus s'empêcher d'appuyer sur le bouton, même quand ils n'ont plus faim. C'est un principe bien connu de la psychologie comportementale qui fait que les casinos sont aussi riches, que certaines personnes sortent des bureaux de tabac avec 15 astros, 15 bingo. Et sur les réseaux sociaux, les friandises, ce sont les j'aime, ce sont les commentaires. Et si ces friandises étaient distribuées avec régularité, ces plateformes seraient beaucoup moins addictives. Et il faut savoir une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on actualise notre feed Instagram, on fait marcher les mêmes réseaux de production de dopamine que lorsqu'on joue à la machine à sous par exemple. Donc ce qui se tient entre nous et nos rêves, c'est aussi l'agenda d'autres personnes qui ont une bonne compréhension de la psychologie comportementale et qui ont tout intérêt à ce qu'on assouvisse notre désir de gratification immédiate. Donc d'abord, on prend note de la résistance, on se rend compte que c'est une force avec laquelle il va falloir composer toute notre vie. Une fois qu'on a pris note, on se rend compte qu'il y a des acteurs externes qui viennent exciter la résistance. Et une fois qu'on a passé ces deux étapes, on se met en quête de privilégier son agenda sur celui des autres. Et il faut réaliser que les loisirs passifs renferment un paradoxe, que d'un côté, certes, ils nous protègent d'une forme de chaos mental, de l'ennui, de toutes les questions existentielles auxquelles on n'a pas envie de se confronter, mais d'un autre côté, ils nous empêchent d'entrer dans des activités qui ne nous apporteront rien d'autre que le bonheur. Et c'est ce qu'on recherche tous, n'est-ce pas? On ne recherche pas la gloire, la richesse, la santé en tant que telle, mais on les recherche parce qu'on imagine qu'en les ayant, on aura le bonheur. Souvent, lorsqu'on entretient un projet de long terme, on finit par abandonner parce que le chemin pour y parvenir est difficile, parce qu'il est semé d'embûches, parce qu'il est semé d'obstacles, mais pourtant il y a suffisamment d'évidence scientifique pour montrer qu'il est pire de ne pas agir que de se faire violence pour réaliser son potentiel. L'idée que j'aimerais aborder avec vous se base sur les travaux de Mihaly Csikszentmihalyi, qui est professeur de psychologie hongrois et qui est le père de concept de flow, popularisé dans les années 2000. Tout au long de sa vie, il s'est posé une question. Qu'est-ce qui rend les gens heureux? Pour reprendre la formule de Freud, on peut résumer en disant aimer et travailler. Avoir des gens qui comptent dans notre vie, et s'employer à des activités qui ont du sens pour nous. Le plus on s'emploie à des activités qui ont du sens pour nous, le plus on risque de rencontrer un état de flow. L'état de flow, c'est un état où on en oublie la faim, la soif, où notre perception du temps est altérée. Et si vous avez déjà joué aux jeux vidéo, si vous avez fait du sport, vous avez déjà rencontré cet état. C'est un état d'absorption totale dans ce qu'on est en train de faire. Mihaly Csikszentmihalyi a mené ses recherches sur plus de 30 ans, grâce à des milliers de questionnaires, grâce à des milliers d'entretiens qualitatifs, et ces résultats sont édifiants. Plus un individu entre dans des états de flow, et plus un individu est heureux.
Et un excellent moyen de cultiver les états de flow, c'est d'arriver à mettre sur le même plan un effort intellectuel et ou physique avec un projet qui compte pour nous. Pour vous, c'est peut-être facile parce que vous avez un travail, vous avez des passions, vous avez des activités périscolaires qui vous apportent beaucoup de satisfaction, mais on n'a pas tous ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut cultiver ça en parallèle grâce à des projets qu'on aura nous-mêmes choisis. Savoir vaincre la résistance, ce n'est pas seulement une aptitude qui va nous permettre de réaliser un projet qui n'aura des effets que sur 5 à 10 ans. C'est nécessaire pour garantir notre bien-être et notre bonheur au quotidien. Notre cerveau a besoin de régler des problèmes. Donc si on ne lui apporte pas de la structure par les activités qu'on lui demande de faire, il se met à essayer de régler des problèmes qui sont liés au passé et au futur. Résultat, on commence à angoisser, on commence à s'inquiéter parce que par définition, ces problèmes liés au passé et au futur, notre cerveau ne peut pas les régler. Le problème quand on procrastine, c'est qu'on ne voit que l'effort. Résultat, entrer dans un état de flow est quasiment impossible. Heureusement, entrer en état de flow est une compétence, et comme toutes les compétences, elles se travaillent. Plus on entre en état de flow et plus il devient facile d'y entrer, et pour ça, il y a 3 temps à respecter. Le premier temps, c'est de cultiver sa concentration. Si le flow est un état d'absorption totale dans l'expérience, si la multiplication de cet état est la garantie de notre bonheur sur le long terme, alors la concentration est la clé qui nous permet d'accéder à cet état, et donc ni plus ni moins que la clé du bonheur. Et pourtant, vous savez aussi bien que moi qu'on a aujourd'hui des habitudes qui détruisent notre concentration. Le multitâche, quand on check notre feed Instagram pendant qu'on est en train de parler aux gens, pendant qu'on est en train de travailler, on est interrompu par nos notifications. Tout ça, ce sont des choses qui nous empêchent d'être à une seule tâche et c'est seulement de cette manière-là qu'on arrive à se concentrer pleinement sur ce qu'on est en train de faire. Donc se donner les moyens de toujours faire une seule chose à la fois, c'est une excellente première étape pour commencer à retrouver sa concentration. Et franchement, pour travailler sa concentration, il n'y a rien de tel que la méditation. Beaucoup en font un truc de hippie, mais ce n'est rien d'autre, la méditation, qu'une technique de concentration sur un objet donné, pendant une période donnée, généralement de 15 minutes à 1 heure. Et franchement, ça n'a pas besoin d'être long, 10 minutes par jour suffisent. Lien dans la description si vous êtes intéressé. Et puis enfin, selon les recherches de Mihaly Csikszentmihalyi, il y a une vraie question d'attitude à adopter lorsqu'on s'attelle à une tâche. Est-ce qu'on met un point d'honneur à lui donner toute notre attention ou est-ce qu'on la fait à reculons? Ça aussi, ça détermine l'entrée ou non dans un état de flow. Le second temps, c'est de construire des bons mécanismes de feedback. D'abord, un feedback ne doit jamais dépendre d'une source extérieure. Il doit toujours provenir de l'accomplissement d'un objectif précis. Pour entrer en flow, il faut que notre cerveau ne se sente pas submergé par la tâche. Par exemple, certaines personnes vont se dire « j'ai envie de devenir un bon peintre, donc pour devenir un bon peintre, il faut que je peigne beaucoup. Pour peindre beaucoup, il faut que je peigne tous les jours. » Et beaucoup de personnes vont s'arrêter là en se disant que plus le temps va passer, mieux ça va aller. Et dans un sens, c'est un choix très intelligent. Seulement si ça fait sens pour nous, notre cerveau, lui, ne comprend pas des tâches aussi abstraites et ne peut pas donner une concentration totale à une tâche qui n'a pas de fin en soi. Parce qu'en soi, on peut toujours devenir meilleur. La clé, c'est de séquencer au maximum ses projets. D'accord, on peut partir d'objectifs vagues comme « j'ai envie de devenir un meilleur peintre », mais il faut bien avoir conscience qu'ensuite le travail ne s'arrête pas là. Il faut séquencer un peu plus que ça. Par exemple, il faudrait que je réalise une toile tous les 4 jours. Ça me semble un objectif raisonnable. Premier jour, je m'attelle à l'arrière-plan. Deuxième jour, au plan intermédiaire. Troisième jour, au premier plan. Et quatrième jour, par exemple, je peaufine. Là, vous donnez des objectifs clairs, précis à votre cerveau. Et le flow adore ça. Enfin, la tâche ne doit ni être trop facile, ni être trop difficile. Pour qu'une tâche ne soit pas insurmontable, on l'a dit, la clé c'est de séquencer au maximum, aussi bien dans la durée que dans la difficulté. On part de ce qu'on sait et on va graduellement vers ce qu'on ne sait pas. Et croyez-le ou pas, mais notre pire ennemi souvent c'est notre propre ego. Qui n'a jamais commencé un programme de sport tellement brutal qu'on l'a pas tenu 2 semaines de suite. Donc la connaissance de soi est essentielle et il y a peu d'outils qui permettent une meilleure connaissance de soi, une introspection plus efficace que le journal. C'est un moyen puissant de se connaître soi-même, de répondre à des questions importantes qui vont nous permettre d'avancer dans notre vie. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai bien pu manger à midi qui m'a rendu aussi fatigué cet après-midi? Ce matin, j'ai prévu d'exécuter une tâche, ça m'a pris 2 heures de plus.
Pourquoi? Le mieux on se connaît, le mieux on arrive à se donner des tâches à notre mesure, juste assez difficiles pour exiger toute notre concentration et permettre l'entrée dans un état de flow. Donc voilà, ce qui nous sépare de nos rêves les plus fous, c'est la résistance au travail et le travail en tant que tel. La première partie de cette série de vidéos était consacrée à combattre la résistance, à adopter l'attitude du professionnel pour se mettre à travailler, et puis la deuxième, à essayer de voir comment est-ce qu'on peut trouver du plaisir dans le travail pour pour réaliser tout son potentiel. J'espère que cette série de vidéos vous a plu, j'espère que vous y avez trouvé de la valeur et que ces quelques outils vous aideront, comme moi, à mettre plus de sens dans votre existence.